Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Bienvenue dans ce grand débat en direct sur Canal C, Canal Zoom et Ma Télé. Dernière ligne droite avant le grand scrutin de ce dimanche 26 mai. Une triple élection. Pour quel parti allez-vous voter? On va vous aider à y voir plus clair en cette fin de campagne électorale. Et oui, ce soir on parle des compétences fédérales et on accueille autour de la table les 6 têtes de liste au niveau de la circonscription de Namur. C'est en quelque sorte le combat des titans namurois. Je vous les présente directement. Pierre-Yves Dupuis pour la liste Défi, Georges Gilquinet pour Écolo, Bonsoir. Eliane Tillieu pour le PS. Bonsoir de l'autre à côté tous. de la table, David Clarinval pour Bonsoir. l'OMR. À sa droite, Maxime Prévost pour le CDH. Et enfin, Thierry Warmous pour le PTB. Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous allons parler entre autres emploi, pension, transition écologique et justice. Mais d'abord cette capsule explicative. Pour qui allez-vous voter? Comment fonctionne le Parlement fédéral? Et qui fait-on? Les explications dans cette séquence signée Mathieu Bonnier et Julien Pinera. Le 26 mai, vous voterez pour élire vos représentants à l'échelon fédéral, la Belgique étant organisée en différents niveaux de pouvoir. Il y a 150 députés à élire directement à la Chambre des représentants. Le Sénat est lui composé de 50 sénateurs issus des entités fédérées, régions ou communautés et de 10 sénateurs cooptés. L'État fédéral est compétent pour tout ce qui concerne l'intérêt général de la nation, comme les finances, la justice, la sécurité sociale, la défense nationale, l'intérieur ou encore les affaires étrangères. Il y a 11 circonscriptions électorales en Belgique. Celles-ci coïncident désormais avec les limites des provinces, excepté pour l'arrondissement de Bruxelles-Capitale. Les sièges sont répartis entre ces circonscriptions en fonction des chiffres de la population, chiffres revus tous les 10 ans. 6 candidats représenteront la province namuroise au fédéral, 6 députés sur un total de 150. En Belgique, le vote est obligatoire. Il faut être âgé de 18 ans et domicilié dans une commune belge. Et voilà à présent un collab sur les élections fédérales, sur le système. Alors ce soir, petite précision, nous sommes en direct sur les 3 télévisions namuroises, également sur Facebook. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires ou vos questions et ils figureront sur l'écran. Voilà, merci Grégory. Allez, on entre à présent dans le cœur du débat avec notre premier thème, l'emploi. Et qui dit emploi dit bien souvent chômage. Et cette année, on atteint presque un record. Le taux de chômage n'avait plus été aussi bas depuis 1981. C'est simple, la Belgique ne compterait plus que 5,7% de chômeurs dans les 3 régions du pays. Les indicateurs indiquent tous une tendance à la baisse. Alors, monsieur Clarinval, vous avez été désigné par tirage au sort. Les indicateurs sont au vert, oui, mais, monsieur Clarinval, quand même, précision importante, ces chiffres ne tiennent pas en compte les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale qui, ce chiffre a augmenté de 30% depuis 2015. Est-ce que les chiffres finalement trahissent un peu la réalité ? Non, toutes les études internationales et objectives démontrent qu'il y a eu près de 250 000 créations d'emplois en Belgique sous la période du gouvernement Michel. La création d'emplois, c'était le leitmotiv du gouvernement, création d'emplois, source d'émancipation pour les personnes, pouvoir d'achat, évidemment, quand on travaille, on gagne mieux sa vie, et c'était accompagné du tax shift qui a permis également de récompenser au travers d'un plus grand salaire les gens qui travaillent. Et donc, compétitivité de nos entreprises, puisque grâce aux diminutions de cotisations sociales, nos entreprises gagnent des parts de marché et peuvent donc créer des emplois. Donc, 250 000 emplois, c'est grâce à la politique du gouvernement. On a diminué les cotisations sociales. On a fait aussi 0 cotisation sociale sur les premiers emplois. C'est source d'emplois pour les petites PME, les indépendants, qui étaient à la recherche du premier travail. On vous a entendu. Monsieur Gilquinet, je vous vois froncer les sourcils. Est-ce que, finalement, on se réjouit trop un peu au niveau du gouvernement ? En tout cas, il faut nuancer le bilan. Des emplois supplémentaires, il y en a objectivement par rapport à 2014. Je ne vais pas vous dire autre chose, mais il faut interroger les chiffres du chômage. Il y a beaucoup plus de malades, il y a beaucoup plus d'exclus. Donc l'amélioration en matière de chômage est due plutôt à l'exclusion. Il faut aussi interroger la qualité de l'emploi. D'accord, alors il y a on de va plus en plus de travailleurs pauvres. Le bilan, hein, monsieur Gilquinet, mais une proposition pour booster l'emploi. Oui, en tout cas, la première des choses que doit faire le prochain gouvernement, c'est d'améliorer la qualité de l'emploi.
pour avoir moins de travailleurs malades, victimes de burn-out ou de bore-out. Et donc il faut pouvoir aménager mieux la carrière, permettre aux travailleurs d'avoir davantage de formation et améliorer aussi le revenu de ceux qui ont des salaires les plus bas. C'est la mesure du crédit d'impôt que nous proposons. Et en termes de création d'activité, nous croyons que la question de la transition écologique sur laquelle on va revenir est essentielle. L'isolation des maisons, une économie plus circulaire, une agriculture plus locale, et tout ça va créer de l'emploi, mais de l'emploi qui devrait être davantage de qualité qu'il ne l'a été au cours des 5 dernières années, parce qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là de mal-être des travailleurs. Du côté du Parti Socialiste, là aussi, quand vous entendez le maire dire job, 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 vous n'êtes pas d'accord, on va peut-être pas aller dans le bilan, mais vos propositions justement pour booster l'emploi, améliorer. D'abord et avant tout, on a entendu job, 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 et on a vu flop, 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 et donc nous, on voulait dire stop, stop et stop. Franchement, l'emploi, il ne se décrète pas, c'est clair. Les circonstances et la conjoncture économique nous permettent de dire aujourd'hui que les chiffres sont meilleurs, y compris ceux de chômage, mais je ne viendrai pas sur le détail de ce que deviennent les personnes qui en sont exclues. Fondamentalement, nous devons faire beaucoup plus d'efforts encore pour aider à former nos travailleurs, et les aider à trouver un emploi dans une société qui est en pleine évolution avec la digitalisation, la numérisation. Nous avons besoin de les booster au travers des centres de compétences, des pôles de compétitivité, de faire en sorte que les employeurs comme les représentants des travailleurs se mettent autour d'une table pour négocier les axes prioritaires pour créer de l'emploi. C'est en tout cas ce qui avait été fait au niveau wallon, mais impossible d'avoir le même résultat au niveau du gouvernement fédéral. La concertation sociale n'a quasiment pas existé. Il y a eu des mesures imposées et quasiment pas d'écoute de la part des travailleurs. On va faire un tour de table. Vous voulez peut-être réagir, donc vous disiez remettre en place notamment la négociation entre patrons et travailleurs. Monsieur Dupuis, au niveau de défis, l'analyse, est-ce que vous proposez vraiment pour booster l'emploi ici, puisque c'est l'objectif, je suppose, commun à tous les partis autour de la table? Oui, mais pour défi, la formation et la qualification sont les clés de la réussite. Et donc c'est ça qu'il faut booster avant tout. Formation, formation, formation et qualification. C'est très important. Et ces qualifications et cette formation doivent perdurer tout au long de la vie active. Donc on a une sorte de package qui perdure tout au long de la vie active. Pour nous, c'est très très important. Il faut étendre également la garantie jeune, un petit peu comme ça s'est passé à Bruxelles, où Didier Gossuin est un des meilleurs ministres de l'emploi qu'on ait connu. On va parler au niveau fédéral, hein, donc pour le coup, oui, mais c'est un exemple, puisqu'on a parlé de la région wallonne, pour accompagner les chercheurs d'emploi et aboutir à une solution concrète grâce à un bon accompagnement. Donc, qualification, formation, c'est très important. Ouais. Du côté du CDH, voilà, réaction aussi pour comment booster l'emploi. On va rester dans le fédéral, ce serait formation et qualification, ça reste surtout régional. Exactement. Alors d'abord, oui, il y a eu une amélioration de la situation de l'emploi. Personne, j'imagine, ne s'en plaindra. Est-ce à mettre comme plume au chapeau du gouvernement Michel? Pas totalement. Il faut l'honnêteté de reconnaître aussi que la conjoncture y est aussi pour beaucoup. Mais finalement, l'essentiel n'est pas de savoir qui a gagné, a perdu, à qui on donne des bonnes notes. C'est simplement de se réjouir qu'il y ait aujourd'hui plus de Belges qui ont pu décrocher un emploi. Est-ce que ça suffit? Non. Il y en a encore trop, et singulièrement parmi les plus jeunes, qui sont inquiets pour leur devenir. Concrètement. On doit, oui, j'y viens, on doit donc pouvoir, être dans une démarche où les profils de qualification et de formation vont être en phase avec les besoins des entreprises et singulièrement intégrer la révolution numérique. On sait, une étude d'Agoria, la Fédération des entreprises innovantes, a été réalisée en disant que d'ici quelques années, il va y avoir plus d'offres d'emploi existant en Belgique qu'il n'y aura de personnes susceptibles d'avoir ces postes. Même si, sur papier, toutes les personnes au chômage aujourd'hui devaient accéder à un job. Le problème, c'est le profil de formation. Ça, c'est très clair. Et on doit donc mieux orienter le travail qui est fait pour que les gens puissent demain accéder à ces emplois-là. Deuxième enjeu, c'est la fiscalité. On a eu une réforme fiscale, le fameux tax shift, qu'on nous a vendu à toutes les sauces et qui finalement a surtout pu bénéficier à ceux qui en avaient le moins besoin. Et il n'a pas eu l'effet multiplicateur en termes de création d'emplois que l'on souhaite. Et donc la volonté du CDH, c'est de dire demain, oui, on doit activer le levier de la fiscalité, mais réellement pour réduire les cotisations sur les bas salaires, pour que les personnes qui travaillent dans des jobs qui ne sont pas avec des salaires mirobolants puissent réellement avoir un gain plus important que ce n'est le cas aujourd'hui. Je termine mon propos. Oui, rapidement, parce que vous avez déjà un peu exposé de manière votre à ce qu'il y ait un vrai différentiel par rapport au chômage, parce que sinon, parfois aujourd'hui,
c'est pas encore suffisant et on a plus intérêt à rester au chômage plutôt que d'accepter un job, ça ne va pas. Et alors faire en sorte qu'on réduise les cotisations patronales pour les indépendants, les PME, de sorte qu'en agissant sur les bas salaires, il y a un vrai effet multiplicateur en termes de création d'emplois. Thierry Warmos, vous n'avez pas encore entendu par rapport à comment booster l'emploi, la vision du PTB pour améliorer le nombre d'emplois en Belgique. Alors notre vision, elle diffère de celle des autres partis parce que ce qu'on constate, c'est qu'on fait toujours confiance au privé. On en a maintenant pour 16 milliards de réduction de cotisations sociales et 5,6 milliards de niches fiscales sans garantie pour l'emploi. Et donc, le bureau d'études du PTB, je n'en sais rien. Et donc nous, on mise surtout sur l'emploi public qui peut offrir un emploi de qualité et convenablement payé qui permet de vivre. Parce que dans les jobs créés, ça a été dit, il y en a beaucoup qui ne permettent pas de vivre dignement. Et donc on pense surtout naturellement au secteur des soins, aux non-marchands, les hôpitaux, les crèches, les maisons de repos où les besoins sont énormes. Et aussi, on y reviendra, au niveau de la mobilité, on veut créer 10 000 emplois pour tout le pays au niveau du transport, donc les transports publics. Ça génère de l'emploi aussi pour la SNCB, donc, par au niveau exemple. du PTB, message est clair, investissons aussi dans les fonds, dans l'emploi public. Oui, parce que ce sont des emplois qui ne se perdent pas, parce que maintenant, parfois on donne des aides à une entreprise comme ArcelorMittal, ou même à la région wallonne du Robord, et puis après il y a des restructurations. Du côté du MR, est-ce que le point de vue du PTB, dire soutenir l'emploi, c'est avant tout soutenir l'emploi public. Est-ce que du côté du MR, vous soutenez cette thèse, ou dites non, il faut diminuer d'ailleurs les dépenses publiques et peut-être orienter vers développer les emplois privés? Le tax shift a démontré que 75% des emplois créés ont été dans le privé, 20% dans le secteur de la santé, 20% dans le secteur de la santé et la différence dans le public. Donc il y a eu quelques emplois qui ont été créés dans le public et cela ne nous pose pas de problème. Mais c'est d'abord le moteur privé qui alimente les caisses de la Sécu et donc c'est important d'avoir quand même un secteur privé qui puisse créer de l'emploi. Mais il y a quand même 2-3 contre-vérités qui ont été dites ici. Par exemple, par rapport à la concertation sociale, je voudrais quand même dire à Mme Tidieu qu'il y a eu 2 accords interprofessionnels sur ces 5 années-ci, ce qui n'était pas le cas avant du temps de Di Rupo. Donc ne venez pas dire qu'il n'y a pas eu de concertation sociale, il y a eu 2 accords interprofessionnels. Par rapport à M. Prévost... Vous l'avez concerté, la réforme des pensions, vous l'avez concerté. Il y a eu 2 accords, on parle de l'emploi. Deuxième chose, M. Prévost parle du tax shift. J'ai ici un article de Philippe Defeit, qui est quand même pas un économiste libéral. C'est un éminent fondateur du parti écolo, qui dit, et donc économiste, oui, namurois par ailleurs, oui, le pouvoir d'achat a augmenté sous Michel, et il dit 4%. Et donc, que ce soit clair, si même les écolos le reconnaissent, c'est quand même la preuve que ça existe. On va y revenir, on poursuit un peu ce débat et on avance si vous voulez, sinon on va faire tout sur place. C'est important de dire quelque chose. Voilà, je suis désolée, on ne pourra pas tout dire. Voilà, on avance. Alors, avoir un emploi, c'est une chose. Avoir un emploi bien payé et qui permet de vivre dignement en est une autre. Faut-il, oui ou non, augmenter le salaire minimum qui est actuellement de 9,85 € de l'heure? Je me tourne vers vous, Thierry Warmos. Oui ou non, augmentation du salaire minimum? Bien entendu. Donc, on soutient à fond la campagne qui est en cours aujourd'hui par la FGTB, entre autres, de 14 € de l'heure comme salaire minimum. Ça nous paraît le minimum, effectivement, pour vivre dignement aujourd'hui. Fondamental, d'accord au PS. C'est fondamental. Et pour reprendre l'article que M. Claraval a parfaitement cité, ce qui explique Philippe Defeit dans le même article, c'est qu'il y a une augmentation globale, mais si on la voit répartie par catégorie de revenus, les plus bas revenus, ça augmente beaucoup moins. Et c'est sur cela qu'il faut travailler. Je connais les chiffres. Non, pas du tout. Plus grand pour les plus bas. Pour les plus bas revenus, il y a vraiment une difficulté aujourd'hui. Donc ce n'est pas vrai, monsieur. Écoutez, la non-campagne du MR. Donc pour les plus bas revenus, il y a vraiment aujourd'hui une difficulté de vivre, de subvenir à ces besoins de base. Alors il y a 2 leviers qu'on doit pouvoir activer. Le premier, c'est de sortir du carcan salarial qui a été imposé sans concertation sociale par le gouvernement aux travailleurs. Et 2, en termes de fiscalité, c'est pour ces travailleurs qui sont des indépendants, des acteurs du non-marchand, des femmes seules avec enfants, activer un crédit d'impôt qui peut améliorer leur salaire net sans toucher aux revenus de la sécurité sociale, qui est aussi importante pour assurer le paiement des pensions, des soins de santé. Ça, c'est notre mesure. Un crédit d'impôt, donc l'idée du côté écolo, c'est de dire, voilà, moins on gagne, plus on retouche un crédit. Y compris un impôt négatif, si on ne doit pas payer l'impôt parce qu'on a des enfants à charge, on a un remboursement qui permet vraiment de lutter contre la pauvreté. Parce que un des chiffres que j'ai retenu de ces 5 ans, c'est 6%. 6%, c'est l'augmentation du taux de pauvreté chez les femmes et chez les enfants
Et ça, c'est particulièrement inquiétant. Et nous voulons corriger ça dès le début de la prochaine législature. Alors, monsieur, est-ce que la pauvreté, la lutte contre la pauvreté, est-ce que ça passe pour vous par une augmentation du salaire minimum? Oui, je pense que c'est indispensable, mais aussi ce que je voulais dire, puisque je vais pouvoir en parler, c'est une proposition que DFI met sur la table, c'est la proposition du service citoyen, puisqu'il n'y a plus de service militaire, donc on pourrait créer un service citoyen sur base de volontariat, surtout concernant les jeunes de 18 à 25 ans. Monsieur donc Dipé, vous l'avez votre idée, mais là on revenait par rapport au salaire minimum. Ça fait partie. Peut-être rappeler pour les spectateurs, je pense salaire minimum 14 €, c'est plus ou moins 1100 € net par mois, c'est ça 115 € pour quand on parle en salaire brut, c'est un peu difficile, mais voilà. Je pense qu'il y a consensus ici autour de la table pour dire qu'il faut augmenter le salaire minimum. Brièvement, mais très brièvement, parce qu'on arrive déjà à la fin de ce thème sur l'emploi, faut-il réduire ou non le temps de travail? Quelles sont vos propositions en la matière? On commence peut-être du côté du CDH. Très brièvement, 30 secondes chacun sur cette mesure. Peut-on réduire le temps de travail? Oui, nonobstant le fait que sur le débat précédent, il y a des choses à dire, le CDH veut aussi augmenter le taux horaire. Maintenant, le mettre à 14 € comme c'est proposé par le PTB ou le PS, ou encore Écolo, c'est tout bonnement impayable. Ce sont des milliards en coûts directs qu'on va devoir alors rechercher dans une autre poche. Donc c'est un jeu de dupes et je veux quitter cette petite surenchère du slogan de qui va payer plus que l'autre. Donc oui, il faut augmenter, mais on doit aussi surtout augmenter le montant des allocations sociales minimales. C'est ce que demandent d'ailleurs les réseaux de lutte contre la pauvreté. Et sur la question de la réduction du temps de travail, nous ne sommes pas favorables aux mesures d'Écolo et du PTB et du PS visant à dire de manière linéaire, on met tout le monde à 30 heures... Attendez, M. Gilles-Quinet. Oui, il n'y a pas de problème. On a bien lu vos programmes. Et vous êtes d'ailleurs champion chez Écolo ces derniers jours pour faire croire que des propositions ne s'y trouvent pas. Oui, mais vous êtes le champion pour caricaturer nos propos. M. Gilles-Quinet, je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure. Je voudrais juste pouvoir exprimer... Non, je voudrais juste pouvoir exprimer mon idée. Sinon, je dis on est à la mesure du CDH que je connais. Mais très honnêtement, dire à nos concitoyens aujourd'hui, vous allez travailler demain 30 heures ou 32 heures semaine, tout en continuant à être payé 38 heures, ça ne tient pas la route. C'est un mensonge. Parce qu'on a déjà aujourd'hui, dans un pays où on a un coût de la main-d'œuvre qui est bien plus élevé que partout ailleurs en Europe, un coût énergétique extraordinaire, est-ce que vous croyez vraiment que les entreprises vont venir investir chez nous en leur disant « Venez les petits filles, vous payerez 5 jours des gens qui vont en travailler que 4 ». Votre position est claire. Je ne vais pas vous interrompre, sinon vous n'aurez plus le temps de parler pour après. Vous attaquez ici Écolo et PS par rapport à cette mesure-là. Du côté, voilà, le PS d'abord, honneur aux dames, et puis après vous pourrez réagir, n'hésitez pas. Bien volontiers, parce que la politique, c'est une question de choix. Nous voulons un salaire minimum à 14 €. Et si nous le voulons, on trouve les moyens de le faire. C'est juste une question de choix politique. C'est la même chose pour la réduction du temps de travail. L'histoire va dans ce sens. Nous travaillons au début du siècle beaucoup plus d'heures que les 38 heures d'aujourd'hui. En 1889, il avait fallu introduire une loi pour empêcher le travail des enfants de moins de 12 ans. Donc il est clair que le progrès social n'a jamais empêcher l'économie de tourner. Mais concrètement, comme Maxime Prévost dit que le PS, Écolo et PTB essaient de diminuer le travail sans perdre de salaire, c'est infaisable. Aujourd'hui, que c'est l'évolution avec la digitalisation, le progrès fait qu'il y a moins de charges de travail. C'est naturellement l'homme qui essaye toujours d'avoir moins de charges. 2, tout le monde veut mieux concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale. Réduction du temps de travail du côté du PS. Il y a trop de personnes aujourd'hui sur le carreau et nous devons répartir la charge de travail. Mais laissez-moi aussi expliquer pourquoi le Parti socialiste, la réduction du temps de travail est nécessaire aujourd'hui. Cela va dans le sens de l'histoire. Sans perdre de salaire. Avec maintien du salaire, avec embauche compensatoire, il est inadmissible aujourd'hui qu'un jeune sur 4 de moins de 25 ans n'ait pas d'emploi. Si vous tolérez ça, moi pas. Et nous devons répartir mieux le temps de travail. Je réagissais à Maxime Prévost, et mes excuses Maxime, par rapport à la caricature qu'il fait de notre proposition. Nous proposons une diminution du temps de travail, mais sur base volontaire, parce que on peut parler de ce qui s'est passé dans les années 20. Nous rencontrons des employeurs qui ont envie de poser ce choix avec leurs travailleurs pour améliorer justement la qualité de l'emploi, aussi une certaine
productivité et pouvoir le faire avec une aide des pouvoirs publics et qui est légitime dès lors que s'il y a partage du temps de travail, il y a création d'emplois, possibilité pour des jeunes qui aujourd'hui sont sans emploi d'accéder Donc c'est une réduction concertée au sein de l'entreprise. Concertée, sur base volontaire et avec un financement et un maintien du salaire jusqu'à un certain niveau de salaire, ce qui me semble logique. Et puis il faut aussi des formules individuelles de partage du temps de travail. Par exemple, le plan Tandem pour les travailleurs de plus de 55 ans qui veulent diminuer leur temps de travail et être remplacés partiellement par des jeunes. Ce sont des formules qui sont vraiment importantes, comme les formules de crédit temps, dans lesquelles les 2 derniers gouvernements fédéraux ont coupé de façon sauvage. Et ça ne permet pas une conciliation vie professionnelle, vie familiale, ce qui génère beaucoup de problèmes. D'abord peut-être Monsieur Warmouth, parce qu'on est obligé d'avancer. Je suis désolée, il ne nous a pas encore entendu. Et pourtant, vous, c'est une de vos mesures phares au PTB. Vous voulez réduire le temps de travail et faire du nouveau temps plein, un 30 heures semaine. Mais quand vous entendez autour de la table dire que c'est impossible, qu'est-ce que vous répondez, par exemple? Que c'est faux, bien entendu. Donc, en 2017, les bénéfices des entreprises, ou le chiffre d'affaires, pardon, c'était de 24 milliards. Il y a eu, rien que l'entreprise KBC a fait 2,6 milliards de bénéfices en 2017, augmentation de 5% des bénéfices des entreprises. Et en 2018, on a déjà, sans AB InBev, on a déjà 6 milliards de bénéfices qui ont été, de dividendes qui ont été versés aux actionnaires. Donc il y a de l'argent dans les... Le rapport, c'est qu'il y a de l'argent dans les entreprises, que les travailleurs, leur part dans le PIB est de moins en moins et que les actionnaires prennent de plus en plus. Et donc la réduction du temps de travail. Bien sûr, puisque nous sommes pour le maintien du salaire. Et donc, un autre point, c'est que la productivité en Belgique a augmenté. Elle a augmenté de 6% entre 2012 et 2016. Et donc, la Belgique est le pays le plus productif en Europe après la Norvège, l'Irlande et le Grand-Duché, qui sont, pour des raisons diverses, pétrole, finance. Donc, nos travailleurs sont les plus productifs en Europe quasiment, et donc ils ont droit à ce qu'on réduise leur temps de travail. Et d'ailleurs, c'est bénéfique pour les entreprises aussi, puisqu'il y aura moins de malades, il y aura moins de burn-out. Et donc, voilà, il y a des et donc, je veux juste dire qu'on veut... D'abord, c'est au secteur public à montrer l'exemple. Il y a des exemples comme en Suède, à Göteborg, dans les maisons de repos et dans les services publics. Et d'autre part, on veut le faire sur base bénévole. On veut sélectionner 1000 entreprises en Belgique qu'on veut alors aider financièrement et suivre par un coaching intensif pour l'implémenter. Et comme a dit... Voilà, un projet pilote en quelque sorte. David Caraval et puis Pierre-Yves Dupuis sur cette question de réduction du temps de travail. Très rapidement, l'exemple français démontre que les idées qui sont ici sont complètement fausses. L'exemple français a démontré que c'était tout à fait impossible de faire cela. Ils ont dû faire machine arrière. L'exemple français a démontré que ce n'était pas possible. Moulinex, Danone, Toyota. Sur base volontaire, mais de manière globale, c'était pour éliminer la faillite. L'exemple français a démontré que c'était un échec total. 2, nous sommes également pour augmenter le salaire net. OMR, on veut augmenter le salaire net, mais on veut diminuer le salaire brut, c'est-à-dire diminuer les cotisations sociales, les charges sociales. Donc on veut augmenter le salaire poche des travailleurs. Et c'est grâce à cela qu'on a créé de l'emploi jusqu'à présent. Et sur la réduction du temps de travail, on est également pour une plus grande flexibilité. Certains veulent travailler au cours de leur carrière, on peut travailler plus à un moment de la vie, quand on est jeune, travailler moins plus tard. Donc on est pour une plus grande flexibilité, les horaires flottants, travailler plus le matin ou l'après-midi. Au choix du travail individuel, en accord avec, bien sûr, en accord avec l'employeur et le travailleur, sur une base individuelle. Mais les solutions communistes de M. Warmouth sont toutes cassées la figure. Hein. Regardez un peu l'histoire et comparez avec les pays à l'extérieur. Mais M. Caraval, c'est vous qui cassez la figure aux finances publiques. Hein. Il y a 10 milliards de déficit prévus en 2019 à cause de votre politique. M. Warmouth, on n'a pas encore entendu M. Dupuis. Je serais peut-être un peu plus nuancé que les deux parties qui s'opposent autour de la table et peut-être au milieu du gué en disant que c'est un peu difficile de réduire le temps de travail en gardant le salaire et en gardant la qualité, donc les 38 heures semaine. Évidemment, on peut répartir ce temps de travail. Donc c'est plutôt une discussion sur la répartition du temps de travail et la meilleure organisation de ce temps de travail peut-être sur 4 jours éventuellement. J'ai rejoint les propositions d'écolo et peut-être du CDH aussi sur certains plans tandem, créditants, le télétravail, le coworking. Donc il y a pas mal de possibilités et de leviers, et c'est vers cela que DEFI souhaite aller. Ça, c'est un élément, je termine par là brièvement, extrêmement important. Plutôt que de lancer des réductions de temps de travail qui n'ont ni queue ni tête et qui sont à contresens de ce qui sera possible de faire dans notre région,
travaillons sur une meilleure répartition. Combien n'y a-t-il pas de familles monoparentales, de familles recomposées, que ça arrangerait bien de pouvoir davantage travailler la semaine où ils n'ont pas les enfants et de pouvoir contrebalancer la semaine où ils ont les enfants. Et ça, c'est une flexibilité qui aujourd'hui n'existe pas. On devrait pouvoir alors tendre vers ce genre de proposition pour mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale. C'est ce que propose le CDH. Je pense qu'il y a un consensus. Non, il n'y a pas un consensus. Je suis désolé, mais chacun qui travaille en entreprise sait très bien que c'est le patron qui décide quand on vient travailler et pas le même. Encore des grandes caricatures. On voit votre point de vue là-dessus. Attention Maxime Prévost, parce que vous avez déjà 4 minutes de temps de parole, vous avez quasi le double de Pierre-Yves Dupuy, donc modérez, concision si vous voulez bien. On va passer maintenant, on a parlé de travail, maintenant on va parler pension, comme quoi il y a une magnifique suite dans la logique dans la construction de l'émission. Nous vivons de plus en plus longtemps. L'âge légal de la retraite est passé de 65 à 67 ans, une mesure qui sera qui sera progressive en 2030, on en reparlera. Alors quant à nos aînés, ils disent avoir de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois. Exemple avec Marie-Paul, elle a 74 ans, elle est très active dans diverses associations namuroises pour les seniors. On regarde ce reportage de Mathieu Bonnier et Thomas Matelard. Bonjour, je m'appelle Marie-Paul Delvaux, j'habite dans l'entité de Gembloux et je suis grand maître de la confrérie des couteliers de Gembloux, vice-présidente à l'Office du tourisme et je m'occupe d'autres associations dans l'entité de Gembloux. Les pensions à l'heure actuelle ne sont pas énormes. Il faut dire que nous avons travaillé pendant de nombreuses années et la pension que nous avons à l'heure actuelle ne suffit pas pour nos besoins journaliers. Il s'avère pour des seniors qu'ils sont très difficiles d'arriver au bout du mois. Le coût de la santé est énorme. C'est très cher de se faire soigner à l'heure actuelle pour des aînés. Et moi, je me demande si les politiciens ne pourraient pas faire quelque chose pour notamment avoir le tiers payant, plus que les aînés doivent payer comme ça les médecins, les pharmaciens, etc. Il serait urgent de faire quelque chose pour eux. Que feriez-vous à notre place si vous aviez une petite pension? Réfléchissez aux aînés, aux seniors, etc. Merci. Voilà, une interpellation très précise par rapport au montant des pensions. Pierre-Yves Dupuy, c'est un peu en déficit de temps de parole, on va commencer par vous. Voilà, faut-il revaloriser les pensions? Je suppose que vous allez dire oui. Nous pensons chez Défi effectivement qu'il faut revaloriser les pensions, mais on ne peut pas non plus augmenter le montant de la pension minimale à n'importe quel prix. Et donc chez Défi, en fonction des experts consultés, on pense qu'une pension minimale raisonnable, atteindre une pension minimale raisonnable autour de 1 400 euros, ça peut être réalisable. Donc vous parlez de 1 400 euros, peut-être très brièvement aussi, vous parlez de pensions à temps partiel. C'est quoi ça? Les pensions à temps partiel, donc c'est en fin de carrière la possibilité de pouvoir donc prendre sa pension à temps partiel avec une formation pour un jeune qui vient dans l'entreprise ou qui vient au niveau du travail et le former. Et à ce moment-là, l'aîné pourrait prendre une partie de sa pension à temps partiel. Donc c'est aussi une des propositions de Défi afin de pouvoir renouveler les travailleurs et permettre un travail écolé quelque part. 1400 euros du côté de Défi, du côté d'écolo, brièvement. Oui, on vise 1500 euros parce que la pension, notamment chez les femmes, est trop basse, la pension minimale. Et notre modèle de société n'est pas un modèle où, après sa carrière, on doit continuer à travailler ou dépendre de la solidarité familiale pour continuer à vivre correctement, dignement, ou aller en maison de repos. 1500 euros, c'est quasi le prix d'une maison de repos. Mais il y a peut-être d'autres mesures à activer. Cette dame parlait des soins. Il faut que les remboursements en termes de maladies chroniques dont sont souvent victimes les aînés soient mieux pris en charge par la sécurité sociale. On en reparlera plus tard, par le maximum facturé. Mais dans une société digne, il faut trouver une solution par un financement alternatif plutôt que par une diminution des droits des pensionnés, pour que chacun puisse vivre dignement. Ça, c'est vraiment un objectif essentiel pour la prochaine législature. On va continuer le petit tour de table sur cette question, vraiment très brièvement. Yann Thibier. Nous sommes très clairs, c'est 1 500 euros net
de pension par mois pour une carrière complète. Il est évident qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne touchent pas ce montant. Et quand on prend de l'âge, on a des besoins spécifiques et des besoins liés à l'évolution de l'état de santé. On sait que l'espérance de vie augmente. C'est d'ailleurs un grand défi, celui de la démographie et la prise en charge de nos aînés. Mais malheureusement, l'espérance de vie en bonne santé, elle plafonne autour de 63 ans. Donc il faut vraiment se rendre compte que les besoins des personnes aujourd'hui pensionnées augmentent avec l'âge et notamment en coût de soins de santé. Donc 1500 € du côté du PS, M. Clarinval, pour l'OMR. Mais nous sommes pour tendre vers une pension à 1500 € aussi. Il faut tendre, c'est d'ailleurs ce que nous avons fait. Le gouvernement a relevé 6 fois la pension minimale au cours de cette législature et a notamment permis de rattraper pour les indépendants le niveau de pension minimale des salariés. Donc il a fait un effort considérable pour faire augmenter les pensions. Ça n'est pas suffisant. Je suis d'accord avec Éliane Tillieu. Il faut tendre vers 1500 €, mais cela nécessite un peu de temps pour pouvoir phaser cela dans le temps. Mais sur le principe, nous partageons l'objectif. Monsieur Prévost. Monsieur Prévost. Donc, comme vous m'avez fait remarquer que j'avais un peu d'avance, je vais faire les deux questions en une, comme ça, ce sera plus bref. Nous pensons au CDH qu'il faut remettre à plat la réforme des pensions. On a tout pris à l'envers en augmentant l'âge à 67 ans, alors qu'en parallèle, on n'a rien réglé au niveau de la pénibilité des métiers, qu'on a supprimé le bonus pension, qu'on a affaibli la position des femmes, et singulièrement celles qui ont travaillé à temps partiel, comme c'est le cas d'une série de générations, à l'époque où les femmes ne travaillaient pas. Ça ne va pas. Donc oui, au niveau du montant, le CDH préconise de mettre tout en œuvre pour atteindre ce seuil des 1500 €, mais il faut rebattre les cartes. On est contre la dernière lubie de De Wever qui viserait en quelque sorte à indexer automatiquement l'âge de départ à la pension en disant comme on va vieillir plus longtemps, on va faire 67, 68, 69, 70 ans. Non, ce n'est pas acceptable pour le CDH. Et donc très clairement, et nous voulons aussi tendre vers une harmonisation des statuts entre les pensions pour les indépendants et les salariés, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui justifie qu'il y ait un tel écart, un tel différentiel. Mais la mesure du gouvernement Michel visant unilatéralement à passer à 67 ans et d'avoir rien préparé pour la qualité en fin de vie professionnelle, c'est un non-sens. Vous avez amorcé. Attention Maxime Prévost, parce que sinon le dernier thème, vous ne pourrez plus parler. J'ai dit que je faisais les deux en un. Oui, mais même pour la suite. Thierry Warmouz, rapidement. Bien entendu, on est pour les 1500 € aussi, tout simplement parce que c'est le tarif minimum, on va dire, pour entrer en maison de repos déjà, dans les maisons de repos publiques. Il y a aussi d'autres mesures à prendre. On est pour 75% du salaire moyen comme pension. On est aujourd'hui seulement à 60%. Ce que je veux dire aussi, les 1500 € aussi pour les indépendants, c'est important. Et il y a beaucoup à faire au niveau des femmes. Donc il faut savoir que malgré les réformes dont M. Clarinval parle, la moitié des femmes aujourd'hui ont une pension de moins de 1000 €, et un quart moins de 750 € à cause de carrières partielles. Et donc on veut remettre la carrière pour les femmes à 40 ans comme c'était avant. Voilà. Il y avait une différence. Allez, on passe maintenant à l'âge légal de la retraite. Du côté du MR, pas question de revenir à 65 ans, parce que c'est sous cette législature qu'a été décidé l'âge légal à 67 ans. Ce serait une erreur ? D'abord, rappelons que en vis-à-vis de l'augmentation de l'âge de la durée de la pension, on avait aussi le texte sur la pénibilité qui a été bloqué par un seul syndicat, la FGTB, qui a été bloqué par la FGTB, dont... non, mais c'est clair. Et alors, évidemment, on n'a pas pu, en vis-à-vis, avoir la reconnaissance des peines pénibles. Ce qui fait que tous les métiers actuellement qui ont le statut de pénibilité via des tantièmes, etc., ont conservé leur statut, notamment les enseignants. Il n'y a pas de changement pour les enseignants, ni pour les... Donc, il faut avoir cette réforme complète. Comme on n'a pas pu avoir l'autre versant, eh bien, on a conservé les acquis sociaux qui étaient obtenus par toute une série de professions. On a une question Monsieur Clarinval, on a une question d'un certain Jonathan Lefebvre ici qui nous envoie un commentaire Facebook. Il demande si vous êtes pour allonger encore ce report de... Non, c'est au-delà très clair. de 67 ans comme... Non, c'est très clair. Déjà, le 67 ans, c'est en 2030, que ce soit clair. On oublie de le signaler. Par contre, nous regrettons qu'ici, autour de la table, le seul parti qui a voté pour la pension à mi-temps, j'entends M. Dupuis qui propose des aménagements, c'est une excellente idée, mais malheureusement, Défi a voté contre au Parlement quand on a fait un texte sur la pension à mi-temps. Dernière séance, Écolo et les autres partis ont fait reporter ce texte. C'est malheureux. Ça permettait à toute une série de personnes de pouvoir avoir une fin de carrière plus agréable via la pension à mi-temps. Ça a été le point de vue du MR, Georges Quinet, réaction ? Oui, on a réformé à la hussarde. Plutôt que d'essayer de trouver les moyens, et c'est une responsabilité que nous avons collectivement pour demain payer
des pensions dignes, on a dit aux travailleurs, on va diminuer vos droits. Vous allez devoir travailler plus longtemps, donc bénéficier moins longtemps. Ce n'est pas vrai, on n'a pas touché à la durée de la carrière. Vous allez devoir travailler plus longtemps pour éventuellement le même montant de pension. Et évidemment, c'est un fake dans la news. campagne électorale en 2014, M. Clarinval et son parti avaient dit on ne touchera pas à la pension. On n'a pas dit touché on fera à la pas de durée de index, carrière. Il avait dit on n'ira pas avec la NVA, mais bon, soit. Donc il va falloir corriger tout ça. Pour clarifier, s'il vous plaît, la position de Jean Juquinet, pour que ce soit clair par rapport à la question de base, s'il vous plaît, 65 ans, 67 ans. Au niveau des colos, vous dites 65 ans, sauf si on trouve une solution pour les métiers pénibles. Mais allez, il faut une enveloppe budgétaire suffisante. Les métiers pénibles, c'est quoi? C'est une institutrice maternelle. Est-ce qu'elle va rester jusqu'à 67 ans avec des enfants qui crient, devoir se pencher? Quelqu'un qui travaille à pause? Tout le secteur de la construction? Toutes ces personnes qui ont des métiers difficiles avec une charge psychologique et une charge psychique ou physique très forte doivent pouvoir partir plus tôt. Chaque année travaillée dans ce cadre-là doit pouvoir compter davantage dans le calcul de leur droit de carrière. Mais si on met un budget ridicule, ce qui était proposé par le gouvernement, et qu'on le donne aux partenaires sociaux pour dire débrouillez-vous avec ça, ils disent mais on ne trouve pas de solution. Donc, il faut dégager des moyens, et ça vous arrangeait assez bien en fait qu'il n'y ait pas d'accord des partenaires sociaux. Là vous avez dit c'est scandaleux. La concertation sociale ne fonctionne pas, mais pour d'autres choses vous avez décidé tout ça. On va mettre en avant s'il vous plaît une qualité féminine. Liane Tillieu restait très calme, donc voilà, je vous donne la parole, n'hésitez pas. 67 ans pour le PS, comme tout le PTB, je pense, et après Thierry Warmoz interviendra. Il faut redescendre à 65 ans. On tente de rester très calme, effectivement. Je pense qu'on peut parler des textes aussi déposés au Parlement. Le PS a déposé un texte demandant de revenir à l'âge légal à 65 ans en termes de pension. Ce texte a été rejeté par le CDH et le MR. Donc ainsi, les positions sont très claires. Comme je le disais tout à l'heure, 64 ans, 63, un peu plus de 63 ans, c'est l'âge moyen dans lequel on reste en bonne santé. Donc ça veut dire que de 63 ans à 67 ans, c'est 4 années où, en moyenne, on n'est plus dans un état de santé pour pouvoir supporter une charge de travail. Et donc, la conséquence, c'est qu'au lieu d'alimenter les caisses parce que justement nous cherchons à renflouer notre système de pension, la réalité, c'est que tous ces travailleurs, à partir de 63 ans, sont des travailleurs qui vont coûter en termes de congé de maladie, en termes d'absentéisme au travail. Et donc, la solution, elle n'est pas là. La solution, il faut la chercher ailleurs. Et fondamentalement, à partir de 64 ans, les personnes nécessiteraient bien de pouvoir bénéficier d'une pension bien méritée et de laisser la place à des jeunes. On le disait tout à l'heure, un jeune de moins de 25 ans sur 4 est au chômage, n'a pas d'emploi. Ce n'est pas ce type d'avenir qu'on peut lui promettre. Par contre, ayons ensemble des solutions pour interagir, à la fois revenir à un âge légal à 65 ans, comme l'a fait le Canada. Justin Trudeau avait une pension au Canada à 67 ans. Ils sont revenus à 65. En France, c'est 62 ans. Donc, on voit bien qu'il y a un mouvement pour permettre à chacun de partir plus tôt. On a compris, et à l'inverse, permettre à plus de personnes de trouver l'emploi. Voilà, je dois vous couper. Peut-être une réaction de votre côté, Monsieur Warmoz. Oui, Liane Tillieu vient de le signaler. Donc, je voudrais conseiller à M. Clarinval de passer un coup de fil à Justin Trudeau, qui est un Premier ministre libéral au Canada, et qui dit ceci. Faire passer l'âge de la pension à 67 ans n'a résolu aucun problème. Nous n'avons pas créé d'emplois faisables pour les aînés, ni de nouveaux emplois pour les jeunes, ni amélioré la santé des gens. Pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est une mesure simpliste qui a plongé bien des gens dans la misère. Voilà, ce n'est pas un communiste qui le dit, M. Clarinval, c'est un collègue à vous, un libéral, le Premier ministre du Canada. Et donc le Canada est effectivement revenu. Et donc, sur cette question-là, voilà. Et donc, je veux dire clairement que c'est pour nous, effectivement, un point de rupture dans les négociations qui viendront. C'est clair qu'il faut revenir à 65 ans pour les raisons qu'Eliane Tillieu a dit, c'est-à-dire que pour les travailleurs, vivre en bonne santé à 65 ans, beaucoup sont déjà plus en bonne santé. Et alors c'est facile de voter ces lois, mais les parlementaires ils peuvent prendre leur pension à 55 ans. Voilà, c'est facile. Oui, mais vous l'avez pas fait, vous l'avez pas fait. Et donc oui, mais pas à 67 ans encore. Donc voilà, donc un tout petit peu aménagé. Monsieur Dupuis, je pense que chez Défi, on est pour un moratoire aussi sur cette mesure.
Exactement. Donc je pense qu'il faut refondre le système de pension, comme on l'a dit au CDH, mais comme M. Prévost n'a plus de temps, je vais embrayer sur le sien, puisque je le rejoins à ce sujet-là. Effectivement, il faut refondre ce système de pension. On regrette chez Défi que l'âge ait été placé à 67 ans avant d'avoir eu le moratoire sur la pénibilité des métiers. Il est évident que si on n'a pas une qualité de vie professionnelle, une qualité de soins de santé, une qualité de fin de carrière correcte, on ne peut pas augmenter l'âge de la pension. Et effectivement, il y a des gens qui doivent partir à la pension à 60 ans, peut-être à 63 ans, peut-être à 65 ans, peut-être à 67 ans pour certains aussi, qui l'auront peut-être choisi. Mais donc, c'est pour ça qu'il faut refondre tout le système de pension. Et le prochain gouvernement devra s'y atteler absolument. Et nous serons pour ce refondre de système. Allez, on enchaîne avec un gros dossier de cette émission, la transition écologique. La Belgique a signé les accords de Paris qui visent à réduire les émissions, des émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, voire 1,5 idéalement par rapport au niveau pré-industriel. Et pour l'instant, la Belgique, on peut le dire, a raté ses objectifs climatiques. Oui, concrètement, la Belgique doit avoir diminué ses émissions de gaz à effet de serre de 35% pour 2030 par rapport à l'année 2005. Or, nous en sommes très loin actuellement puisque nous n'avons même pas atteint la moitié de cet objectif. Alors, que proposez-vous autour de la table justement pour répondre à cette urgence climatique? Thierry Warmouze, voilà, je me tourne d'abord de votre côté. Par rapport à l'urgence climatique, d'abord, il faut regarder d'où viennent ces gaz à effet de serre. Et le premier point qui frappe, et on en parle trop peu, c'est que en Belgique, 40% des émissions viennent de 300 grandes entreprises. C'est celles qui participent à ce qu'on appelle le système d'échange de quotas européen, donc un genre de marché, un marché du carbone où on peut acheter des droits de polluer ou en revendre comme ArcelorMittal quand on ferme une usine. Et donc on veut d'abord s'en prendre là. On estime que ce marché-là ne fonctionne pas. Donc ça permet aux entreprises effectivement d'acheter des droits de polluer si c'est moins cher qu'investir dans des technologies modernes. Et donc on veut imposer des normes contraignantes par rapport à ces entreprises. Un autre dossier, c'est la mobilité, donc les transports en commun, mais je pense qu'on va en parler après. Et puis effectivement, on a aussi une autre source importante, c'est le chauffage des bâtiments. Et là, bien sûr, il y a quelque chose à faire au niveau des bâtiments publics, puisque voilà, là, les pouvoirs publics gèrent ces bâtiments-là. Il faut une isolation meilleure et investir dans le photovoltaïque dans ce cas-là. Et d'autre part, il faut aider les citoyens parce que il y a beaucoup de logements qui sont, donc les logements en Belgique sont parmi les moins isolés en Europe, les plus mal isolés. Et donc beaucoup de gens... À Namur, par exemple, on a fait une thermographie aérienne et on peut voir une carte où il y a beaucoup de pertes, surtout dans les quartiers populaires, beaucoup de pertes d'énergie, mais il faut que les gens aient les moyens. Et pour ça, on est pour une banque publique qui aide les citoyens par un système de tiers investisseurs à isoler leur logement et D'accord. avancer. Alors on a un peu, clairement, je vais vous le dire clairement, on a pris du retard sur notre timing. Donc je vais vous demander, on va faire un rapide tour de table, une mesure très concrète pour lutter contre le réchauffement climatique. Monsieur Dupuy, on commence avec vous. Une mesure très concrète, ce serait de taxer le kérosène et le fioul maritime. Donc ça, c'est une proposition concrète que fait Défi afin de pouvoir réduire les problèmes d'effet de serre et les problèmes d'environnement. Monsieur Gilles-Quinet. Oui, c'est l'enjeu majeur qui est face à nous. On a 12 ans pour le faire et si on ne le fait pas, la question des pensions, la question de l'emploi et toutes les autres ne se posent plus. La première des mesures que nous attendons, c'est le vote d'une loi climat aux 2/3. On y est presque parvenu en fin de législature, il manquait quelques voix. Nous espérons que la majorité nous permettra de le faire. C'est un cadre qui fixe les objectifs et une méthode. Et de cette loi climat devront découler évidemment des mesures concrètes. C'est un investissement dans les transports en commun, c'est des aides à l'isolation des maisons, remplacer les chaudières au mazout par des pompes à chaleur, tout ça va créer de l'emploi, diminuer la facture pour les ménages. Et c'est vraiment l'objectif premier. Il faut un gouvernement climat après les élections de dimanche prochain pour agir en la matière. Madame Tillieu. Nous sommes totalement d'accord au PS avec ce que vient de dire Georges pour Écolo. Mais en plus, nous voulons bien préciser qu'il n'y aura pas de réponse à l'urgence climatique si nous n'apportons pas également une réponse à l'urgence sociale.
culpabiliser les gens parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas pris en compte le climat, c'est un peu court. Il faut leur donner les moyens de pouvoir agir et de changer leurs habitudes. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi dans notre programme l'idée de rendre les transports en commun gratuits pour les plus de 65 et les moins de 25 ans, histoire de les encourager pour prendre les transports en commun, essayer d'abandonner la voiture. C'est la question aussi de l'isolation et nous voulons des travaux dans les maisons pour investir vraiment dans un grand plan interpouvoir aussi, pour que les différents pouvoirs se mettent d'accord pour enfin faire les choses ensemble, pour pouvoir agir vraiment et obtenir des résultats en termes de climat. Monsieur Claraval, une mesure concrète très rapidement s'il vous plaît. Mais nous on veut inciter plutôt qu'interdire, on veut exonérer plutôt que de taxer. On a vraiment une philosophie différente, mais notre mesure phare, c'est encourager les investissements dans les entreprises. Au passage, c'est les entreprises qui ont fait le plus gros effort en termes de diminution de CO2 depuis les accords, notamment les accords de branche de Daras. Donc il faut souligner, pas critiquer les entreprises, elles ont fait de gros efforts. Donc inciter les entreprises via un tax shelter climat, donc c'est-à-dire un mécanisme qui encourage les investissements dans les économies d'énergie, la diminution des CO2, les énergies alternatives, et aussi inciter les citoyens à investir via un prêt à taux zéro. Donc on constate, comme Mme Tillieu l'a dit, que certains ménages n'ont pas les moyens de pouvoir investir dans les aménagements de leur maison. Et donc c'est ces personnes-là qu'il faut encourager. Et donc via un prêt à taux zéro, ce qui représente plusieurs milliers d'euros d'avantages, ils pourront ainsi étaler l'investissement et le récupérer grâce aux économies d'énergie. Et donc ce sera win-win pour tout le monde. On enchaîne avec vous, Monsieur Prévost. Alors très clairement, l'enjeu de la révolution climatique, tout le monde l'a bien compris. Je crois que chacun a entendu les messages qui ont été adressés, y compris depuis la rue. Ce sont des messages qui imposeront la question climatique à l'agenda. J'entends bien Écolo souvent nous dire « il reste 10 ans ». Je rappellerai en clin d'œil que sur ces 20 dernières années, M. Nollet a été ministre pendant 10 ans. Ça n'a quand même pas permis qu'aujourd'hui il fasse moins chaud. Je dis simplement que ce qu'il nous faudrait faire, c'est de ne pas perdre de vue que derrière cet enjeu climatique indispensable, il y a aussi le climat humain à prendre en considération pour ne pas pénaliser et culpabiliser les gens, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de comprendre ou d'expliquer à certains qui ont déjà du mal à nouer les deux bouts que demain, ils devront faire plus d'efforts que les autres sans soutien. Et donc, oui, à cette révolution environnementale, mais un accompagnement social, une déculpabilisation aussi du tissu entrepreneurial. Il y a plein d'indépendants, d'artisans qui sont très innovants pour pouvoir trouver des solutions qui vont réduire l'impact climatique. Et donc, les opposer, comme le PTB aime aussi souvent le faire, en disant que ce sont les grands méchants et que tous les autres sont vertueux, c'est un peu caricatural. Lancez une perche au PTB. Allez-y, monsieur Warmouth. Je parle des grandes entreprises. J'ai parlé des grandes entreprises, pas des petits artisans qu'il faut effectivement aider, des petits indépendants. Les chiffres montrent, monsieur Warmouth, que ces grandes entreprises, avec le réseau d'échange des quotas de CO2, ont justement été celles qui ont le plus contribué à l'amélioration. Je vous conseille, monsieur Prévost, d'aller voir le site de l'État de la Wallonie, où vous voyez que les diminutions des émissions de gaz à effet de serre par l'industrie en Wallonie sont chaque fois alliées à des fermetures d'entreprises, que ce soit la sidérurgie, le verre et d'autres. Vous pouvez pas à des crises économiques comme en 2008. On a une question à nouveau qui nous vient de nos amis Facebook. Pourquoi tout miser sur l'abolition des voitures de société quand on voit la richesse que cela redistribue? Alors il est vrai que dans le débat de la transition écologique, la voiture de société est de plus en plus pointée du doigt comme une aberration écologique. Fin 2017, on cotait plus de 465 000 voitures salaires en Belgique, soit une augmentation de 4,5% par rapport à l'année précédente. Je me tourne vers vous, Monsieur Gilles Quinet. Vous avez déclaré à plusieurs reprises dans la presse ces dernières semaines que les voitures salaires, cela appartenait au passé. Il faut sortir du système. Alors je fais la distinction entre les voitures outils, celles dont on a besoin pour aller travailler, si on est médecin ou si on est plombier, celle-là, c'est normal de la conserver. Mais les voitures qui sont payées à la place d'un salaire, nous on préfère payer un salaire aux travailleurs. Donc on veut sortir de ce système-là en garantissant aux travailleurs concernés le maintien de leur avantage et en proposant un package de mobilité. J'ai été visiter la société Cambio, par exemple, qui propose de payer sa voiture à l'usage et on se rend compte que ça permet une économie dans les budgets des ménages de 300 à 400 euros tout en ayant des possibilités de se déplacer, des transports en commun, le vélo, prendre de temps en temps un taxi. Donc vous n'acceptez pas la critique du côté des colos quand on dit voilà, ils veulent supprimer les voitures de société, ils veulent appauvrir les travailleurs? Non, les travailleurs concernés, ils sont un peu victimes aussi de ce système-là, doivent conserver l'avantage, garder leur voiture jusqu'à la fin de leur leasing.
bénéficier de l'équivalent salarial une fois que le leasing est terminé, mais il n'y a plus de nouveaux entrants dans le système. Par contre, on développe des sociétés, des systèmes de mobilité modernes, multimodales, où on prend un jour en vélo, un autre jour une trottinette, un troisième jour un train, parfois une voiture, parce qu'on en a tous besoin dans notre vie quotidienne, par exemple pour venir à ma télé. Mais il y a des possibilités multiples qui sont offertes et on va diminuer les émissions de CO2 et aussi de particules fines dans les villes qui provoquent de graves problèmes de santé publique. Alors OPS, Madame Tillieu, vous êtes plutôt pour une extinction progressive, oui. C'est-à-dire que nous voulons aussi en finir avec cet avantage des voitures de société, mais à la condition, comme vient de l'exprimer Écolo, que le travailleur lui préserve son avantage salarial net et que ce ne soit pas l'employeur qui décide ce qu'il en fera, mais que le travailleur puisse en décider, qu'ensuite la mesure soit progressive. On ne peut pas changer du jour au lendemain un système qui a été mis en place. Il faut pouvoir permettre de le faire en l'étalant dans le temps. Et enfin, nous voulons aussi que de vraies alternatives émergent. Il est inutile de demander à des personnes de prendre le train alors qu'il n'y a pas de gare tout près de chez elles. Il faut permettre des solutions innovantes, plus directement utilisables par les personnes lorsqu'elles ne sont pas dans le circuit des transports en commun, peut-être plus de souplesse dans les solutions qui seront mises en œuvre et dégager des moyens pour cela, y compris dégager des moyens aussi pour la mobilité douce. On voit que dans les alentours des écoles, par exemple, tous les parents veulent déposer les enfants avec la voiture. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de sécurité et il faut aussi que ce point-là soit sur la table, que les infrastructures permettent d'aller et venir en toute sécurité. Pierre-Yves Dupuis, positionnement sur les voitures de société. Je rejoins mes voisins de table là-dessus et Défi est très clair là-dessus. On souhaite également une transition pour l'abandon progressif des voitures salaires, donc les voitures de société qui sont des voitures salaires, qui remplacent un salaire. Donc nous souhaitons plutôt que les gens aient clairement ce salaire en poche et qu'on puisse progressivement s'en passer et trouver des alternatives crédibles comme les voitures partagées, comme les parcs relais, comme la mobilité douce, comme on l'a cité avant. Ok, du côté du MR, vous, les voitures de société, pour vous, c'est important de les maintenir ? Donc, nous sommes les seuls ici autour de la table à vouloir garder les voitures de société, mais il faut verdir le parc, on est bien d'accord. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir aller à son travail en trottinette, M. Gilles Quinet, et donc malheureusement, il existe toute une série de personnes qui ont besoin d'une voiture pour se déplacer tous les jours. Et alors la difficulté, parce que moi j'entends, le discours évolue, j'entends qu'aujourd'hui on ne veut plus supprimer la voiture de société, on parle de la voiture salaire. Mais comment va-t-on distinguer cela ? Ça va être évidemment impossible pour toute une série de raisons, et donc il est clair que, mis à part le MR, tout le monde veut supprimer ces voitures. Nous, on veut les verdir. Et quand on dit vous voulez les verdir, c'est-à-dire que vous voulez obliger les employeurs à avoir un véhicule électrique, obliger les employeurs à avoir, via les mécanismes de réduction fiscale qui sont importants dans ce système, on diminue les avantages pour ceux qui ont des voitures qui polluent. On veut les inciter à aller vers des voitures. Et donc c'est une incitation. Vous dites aux employeurs, voilà, si vous avez une voiture qui n'est pas propre, les voitures seront automatiquement, avec cet incitant fiscal qui diminuera, le parc sera verdi. Par contre, on a mis en place au gouvernement déjà aujourd'hui le cash for car et le budget mobilité. Donc ce sont deux systèmes qui viennent d'être votés pour permettre sur base on a voté ça il y a 2 mois. On l'a corrigé il y a 2 mois. Il a fallu des années pour que M. Nollet se rende compte qu'il y avait 2 milliards dans les certificats verts. Nous, il nous a fallu 6 mois pour corriger le tir sur le cash. Mais donc, sur une base individuelle, on permet aux gens de pouvoir se passer de leur voiture s'ils le désirent. Voilà, mais on ne veut pas le supprimer. La position du MR est claire et nette par rapport aux autres partis. Du côté du Sénat, je voulais limiter cet avantage. Alors, je vais faire de la peine peut-être à M. Clarinval, mais il n'est pas le seul parti qui souhaite maintenir un mécanisme de voiture de société. Le CDH n'a pas envie de faire une croix sur le système du jour au lendemain. On est dans une démarche où, par contre, l'avantage fiscal, pour nous, c'est la différence avec le MR, ne pourrait subsister que à la condition que le parc automobile concerné soit effectivement un parc qui ne pollue pas. Donc là, obligation. Alors, et à côté de ça, ce que nous souhaitons, c'est surtout, et si on est ici autour de cette table, c'est parce qu'on veut défendre, en tout cas moi c'est mon optique aussi, comme tête de liste à la Chambre, défendre les intérêts de notre province de Namur. Quand on voit ailleurs, dans cette province, le nombre de communes, le nombre de villages qui sont dépourvus de la moindre ligne de bus, de la moindre ligne de train, l'objectif avant tout
Plutôt que d'utiliser cet argent pour des améliorations fiscales liées aux alentours de la voiture de société, injectons-les dans le transport public. Le gouvernement Michel a fait 3 milliards d'économies cumulées pour le groupe SNCB. On est tous en train de devoir constater qu'il y a les gares qui ferment, qu'il n'y a plus de dessertes. Ça n'est pas vrai. Alors, c'est pas parce que M. Belot a ouvert en plus. On a ouvert 6 gares de plus et on a investi plus. Je ne peux pas laisser passer un mensonge. Allez, soyons clairs, c'est pas un mensonge. C'est pas parce que M. Belot a trouvé l'artifice d'ouvrir 6 petites gares que ça exonère le gouvernement fédéral de sa responsabilité coupable dans les découpes économiques qui ont été faites par rapport au train. Le train, le bus, très clairement, ça doit être une priorité dans l'intérêt aussi des habitants de notre belle province de Namur. Thierry Warmouz. Je voudrais dire à M. Prévost qu'attendez-vous, parce que bon, la mobilité, c'est pas que la SNCB. Au niveau du TEC, je pense que c'est la responsabilité du CDH au niveau du gouvernement wallon. On n'a pas vu d'augmentation d'offres. S'il n'y a pas de bus dans les villages, c'est aussi la responsabilité du CDH. Votre centre d'études est mal informé parce que tous les crédits destinés aux bus ont tous explosé, augmenté. Vous venez de dire vous-même que plein de villages n'ont pas de bus. Donc il faut d'abord une alternative. Il semblait que c'était un débat fédéral, ceci dit, mais il n'y a pas de problème. Je n'ai pas interrompu, j'ai attendu mon tour. Parce que là, j'imagine celui qui doit jouer avec le chrono, il va faire comme ça. Voilà, juste sur les voitures de société, effectivement, on est pour... en général, ça se fait sur 4-5 ans, c'est du leasing, donc pour que 2023, etc., plus ou moins ce système soit abandonné. On est pour le transformer en un budget mobilité et on est pour rendre obligatoire aussi le remboursement du trajet SNCB ou TEC. Domicile-travail par l'employeur. Aujourd'hui, 60% seulement des travailleurs y ont droit et on veut que ce soit 100% pour qu'il y ait une alternative. Et puis, il faut une meilleure offre. Une réaction, M. Warmouz, concernant un commentaire ici de Karine Wilmar qui dit « Quand toutes les régions seront correctement desservies, alors on pourra parler de gratuité pour tous. » Est-ce que ce n'est pas mettre un peu la charrue avant les bœufs ? Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, dans les grandes villes, les transports en commun sont plus élaborés. Même si à Namur, après 9h30, on n'en a plus non plus. Donc, on n'arrête pas de taper sur ce clou-là aussi. Je pense qu'il faut les deux. Il faut la gratuité, il faut que ce soit accessible. Et pour nous, la mobilité est un droit. Et d'autre part, effectivement, il faut une bien meilleure offre. Et donc, ça passe par effectivement une bien meilleure desserte, des horaires cadencés pour des bus aussi. Je ne vais pas dire qu'il y a jusque dans chaque village, mais il y a des taxibus, etc. Il y a d'autres systèmes qui sont possibles. On ne va pas faire un débat régional ni communal, parce que vous avez lancé mais restons dans le fédéral. Oui, mais bon, voilà, on parle mobilité, c'est un tout. Non. Du tout. Faut-il, on va enchaîner avec un autre sujet lié à la transition écologique, faut-il retarder la sortie du nucléaire prévue en 2025 ? Du côté flamand, la NVA défend une prolongation de 10 ans des 2 centrales nucléaires les plus récentes du pays. Côté francophone, c'est clair, il faut sortir du nucléaire en 2025. Votre position autour de la table écolo ? Très rapidement. Oui, la NVA est vraiment un problème sur la question du climat, sur la question des droits humains et sur la question du nucléaire. C'est un parti qui est pour moi infréquentable et je voudrais que M. Claraval soit clair sur sa volonté de continuer ou pas avec la NVA. Il faut sortir le plus rapidement du nucléaire pour donner un signal très clair à ceux qui ont envie d'investir dans autre chose. L'efficacité énergétique, les énergies renouvelables. Les centrales nucléaires qu'on voit derrière vous, elles ont 40 ans. Imaginez vos voitures il y a 40 ans. Au niveau technologique, c'est une technologie du passé et qui connaît de plus en plus de pannes graves. On est en train de sortir du nucléaire par le chaos. Donc la question, très brièvement, 2025, c'est inscrit dans une loi, on doit sortir du nucléaire. Donc il faut respecter le timing et beaucoup de centrales ont été éteintes en même temps et ça n'a pas créé de chaos énergétique. Mais je voudrais qu'on le fasse de façon plus organisée et donner aussi un signal à ceux qui veulent investir et créer de l'emploi dans le renouvelable, qu'ils peuvent le faire d'une façon stable, ce que la ministre Marguem et le gouvernement ne sont pas parvenus à faire malheureusement, et on le regrette. David Claraval, sur le nucléaire. La ministre Marguem a investi comme personne d'autre avant elle, certainement pas les ministres écolos, dans l'éolien en mer du Nord. On va être un des 3 pays les plus en pointe avec un parc d'éolien en mer du Nord le plus ambitieux. Donc, voilà. Alors nous, la loi est claire, on la connaît, 2025, les centrales nucléaires seront éteintes. On a mis en place un comité de monitoring qui va évaluer si cette date est tenable, parce que n'oublions pas que sur le plan CO2, les centrales nucléaires n'émettent pas de CO2, donc
Est-ce que sur ce plan-là, ça ne pose pas problème? Sur le plan de la sécurité d'approvisionnement, soyons attentifs à ne pas avoir de pénurie. Vous êtes en train de dire pour 2025, il faut analyser. Imaginons la NVA, l'opposition qui fait une sortie en disant il faut... Ce n'est pas la NVA qui dit, par exemple, voilà, il faudrait prolonger de 10 ans les centrales nucléaires. C'est clair, c'est net du côté de la NVA. C'est pas la NVA qui va décider, c'est le comité de monitoring. Ce sont des experts qui vont dire, attention, il y a peut-être un problème de calendrier, et donc à ce moment-là, on verra. Mais moi, je ne suis pas un fétichiste. La loi existe, c'est 2025, mais si le comité nous dit que pour des raisons de prix, pour des raisons de CO2 ou pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, il faut prolonger 2 centrales de 10 ans, moi, ça ne me pose pas de problème. Donc vous écouterez les experts, et même si la NVA dit, nous, on est pour 10 ans, vous dites... Non, la loi est claire. On n'est pas fétichiste, on n'est pas fétichiste. Monsieur Dupuis, vous réagissez comment à oui, sauf si... J'ai pas l'impression que le gouvernement actuel a bien entendu les écoliers dans la rue et les experts qui sont penchés sur la loi climat qui a été déposée et que Défi a soutenu au niveau du fédéral, puisque c'est de ça qu'on parle, la loi climat qui a été élaborée par des scientifiques, des experts, des universitaires. Et donc, à un moment donné, il faut arrêter de reculer. À un moment donné, ça doit être une priorité absolue. Pour Défi, c'est une priorité absolue pour le prochain gouvernement. Et Défi soutiendra cette sortie du nucléaire en 2025 et mettra les moyens qu'il faut pour y arriver. Effectivement, dans les énergies renouvelables, en proposant tout ce qu'il y a comme incitant pour soutenir ces énergies renouvelables. Et comme c'est une priorité, il faut écouter les experts, il faut écouter la rue, il faut écouter les climatologues qui disent maintenant il faut sortir du nucléaire. Sinon, on aura des étudiants dans la rue jusqu'en 2025. Monsieur Clarinval, il n'y a pas de souci, mais il faudra quand même à un moment donné... Pas CO2, monsieur Dupuis. Donc en faisant ça, vous augmentez les émissions. C'est tout à fait contradictoire avec le climat. Non, il faudra écouter les gens. À un moment donné, il faut sortir du nucléaire. Pas le CO2 avec le nucléaire. Oui, mais je vous parle de la loi climat. Mais je l'ai voté, moi. Oui, et comment ça se fait qu'elle n'est pas passée alors, monsieur Clarinval? Parce que les Flamands ne l'ont pas voté. Vous verrez, oui, mais il faut un gouvernement... représente 2 tiers de ce pays et parfois ils ont leur moitié. Pourquoi? Parce que vous étiez au gouvernement minoritaire. Mais non, le MR a voté la loi climat. Tous les francophones, même le PTB, tout le monde a voté. Donc il faudra plus de représentativité des francophones au gouvernement fédéral. Plus de gros, effectivement, tous les francophones ont voté forcément pour cette loi climat. Faut-il régionaliser le nucléaire? Donc c'est une boutade. Eliane Tillieu, s'il vous plaît. Nous voulons également la fermeture de ces vieilles centrales nucléaires qui comportent des risques de radiation, tant pour les habitants, les riverains, mais aussi pour les travailleurs et globalement pour l'environnement. Nous voulons des mesures fortes. Nous voulons prendre exemple sur ce qu'a fait l'Allemagne. L'Allemagne a décidé en 2011 déjà de sortir du nucléaire. Ils avaient estimé à 22% leurs besoins en énergie renouvelable à ce moment-là. Aujourd'hui, ils en sont à 36% de production d'électricité sur la base d'énergie renouvelable. Ils se sont fixés des objectifs ambitieux et ils les atteignent. Et donc la Belgique doit faire pareil, se fixer des objectifs ambitieux et produire via des énergies alternatives, dont les éoliennes. Effectivement, les efforts ont été faits, mais il faut poursuivre, il faut continuer. La réaction aussi, on dit, voilà, en Allemagne, voilà, ça s'était remplacé par des centrales au charbon. Transitoirement, c'est en train de diminuer. C'est une étape nécessaire. Ils font des efforts et passer de 22 à 36% d'énergie renouvelable, c'est un effort incommensurable que nous n'avons pas su faire en Belgique, il faut l'admettre. Donc il faut aller de l'avant. Voilà. Qui n'a-t-on pas encore entendu sur le Monsieur Warmouth. Ben voilà, si je ne me trompe pas, la loi pour la sortie du nucléaire, elle date de 2003. Donc ça fait 15 ans qu'en fait on a perdu du temps. Et voilà, pourquoi est-ce qu'on n'en est pas au niveau de l'Allemagne, au niveau du renouvelable? Parce qu'on mise de nouveau sur le privé seulement. Et bien sûr, c'est plus facile pour Electrabel et Luminus de faire du bénéfice avec des entreprises avec des centrales qui sont déjà amorties. Et donc nous, on est pour qu'il y ait une société publique d'énergie qui investisse massivement dans le renouvelable pour avancer beaucoup plus vite, parce qu'on doit avancer beaucoup plus vite au niveau du renouvelable. Et ça se passe comme ça, entre autres en Allemagne, avec des sociétés publiques et des sociétés communales qui produisent de l'énergie verte et bon marché pour leurs citoyens. D'accord, Maxime Prévost, justement, on termine le tour de table avec vous avec une question qui vient de Cédric Barbieux. Une question claire, comment produire l'électricité si tout le monde se met du jour au lendemain à consommer cette électricité en masse? Il serait intéressant de connaître votre avis sur ce sujet. Alors d'abord, je salue Cédric, qui n'est pas un inconnu sur la place namuroise. En l'occurrence... En tout cas, il nous écoute. Mais on est très heureux, je lui mets mes amitiés. Plus sérieusement, il faut éviter de diaboliser le nucléaire. Le nucléaire est une énergie sûre, c'est une énergie qui est aujourd'hui la moins coûteuse et la moins polluante. Elle n'a pas que des défauts. Maintenant, soyons très clairs, et le CDH le réitère,
À partir du moment où ce pays a démocratiquement décidé, il y a 15 ans, de quitter l'énergie nucléaire en 2025, on doit garder cet objectif et tout faire pour l'atteindre. Et ce n'est pas innocent si M. Clarinval prépare déjà le terrain en disant « on va voir si les experts disent que c'est possible ». Ma crainte, alors que le CDH est très clairement pour que l'objectif de quitter le nucléaire en 2025 soit maintenu, c'est que comme on a perdu de trop nombreuses années par des non-décisions, à force de reporter des investissements importants dans le renouvelable, on se trouve acculé à devoir faire le constat qu'on n'a pas d'autre choix que de maintenir temporairement un petit peu, une rouette de plus, le nucléaire pour éviter d'être dans une insécurité d'approvisionnement ou alors effectivement de devoir importer de l'énergie produite à base de charbon depuis l'Allemagne. Parce que si l'Allemagne a eu le courage de se fixer un objectif, il faut reconnaître aujourd'hui que les émissions de CO2 n'ont pas diminué à cause de ces centrales. D'accord, voilà, on va clôturer ici si vous le voulez bien et on va passer au dossier suivant, la justice. Oui, alors on a beaucoup parlé du monde judiciaire sous cette législature. Il y a eu même des mouvements de grève. Il y a aussi l'état du palais de justice de Namur qui a suscité beaucoup de réactions, beaucoup d'émoi. Alors qu'est-ce que vous allez proposer en matière de justice? Je vous propose d'abord d'entendre une personnalité bien connue du côté de Namur, du monde judiciaire, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de Vincent Mac, le procureur du roi de Namur. Bonjour à tous. Novembre 2018, le palais de justice a fermé ses portes. Il était pratiquement délabré et surtout, il mettait en danger ses occupants. On a parlé de danger de mort. Dans une démocratie moderne, dans une démocratie qui se veut moderne, la justice a fermé ses portes dans la capitale de la Wallonie pendant 6 semaines. Derrière cette fermeture, c'est toute une série d'autres choses qui ont été évidemment mises en évidence. Dysfonctionnement au niveau informatique, dysfonctionnement au niveau du personnel, sous-effectif, sous-engagement. Ça fait 20 ans que cela dure, ça fait 20 ans que nous crions dans le désert. Aujourd'hui, je pense qu'on a atteint quand même un paroxysme. Une justice qui ne peut plus fonctionner pendant 6 semaines, ce sont des milliers de personnes qui s'adressent à nous et qui ne trouvent pas de réponse. Bref, il y a urgence à réagir. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le dit, tout le monde en est conscient. Un des 3 pouvoirs, un des piliers de la démocratie est en danger. Mesdames et messieurs les candidats, quelles sont vos priorités pour la justice en vue de la prochaine législature? Je vous écouterai avec beaucoup d'impatience parce que je pense que si on ne réinvestit pas dans notre justice, c'est notre démocratie qui est en danger. Je vous remercie. Eliane Tillieu, réaction très rapide par rapport à cette interpellation de Vincent Mac. Le gouvernement fédéral, depuis 5 ans, a réduit drastiquement les moyens de la justice. On en a vu les effets, comme M. Mac l'explique ici, en termes de personnel. C'est une personne remplacée sur 6. Il manque cruellement des effectifs. Les cadres ne sont pas complets. C'est parfois, dans certaines provinces, comme le Brabant wallon, c'est à peine 50% de cadres, de magistrats. Comment voulez-vous rendre la justice dans ces conditions? Ça veut dire que les délais sont beaucoup trop longs. Donc il faut vraiment réagir. Il faut réagir à la fois pour investir dans les bâtiments. Et Namur attend encore de voir émerger son palais de justice. Il est grand temps maintenant. On a vu comment les travailleurs malheureusement devaient quitter les bâtiments à certains moments tellement les fuites étaient importantes sur l'actuel palais de justice. Donc infrastructure, il faut réinvestir dans le personnel, il faut réinvestir globalement dans les moyens de fonctionnement de la justice. Et au niveau du PS, nous proposons de réinvestir 200 millions chaque année. Donc sur une législature, cela fait 1 milliard que nous voulons et nous devons absolument consacrer à la justice, qui est le fondement de notre démocratie. Je vais devoir vous couper parce qu'il faut avancer, on est vraiment en retard. Pierre-Yves Dupuis, peut-être. Donc le constat, tout le monde est d'accord. Donc vos propositions pour renflouer Dame Justice. Le constat, tout le monde est d'accord. Oui. On sait que c'est le 3e pilier et que sans justice, on n'a pas d'État. Monsieur Mac l'a rappelé, proposition concrète, on souhaite augmenter de 250 millions le budget alloué à la justice pour rénover les bâtiments, pour engager et pour pallier le manque cruel, comme on l'a signalé. Monsieur Warmouth, votre proposition, comment sauver la justice ? Effectivement, il faut la refinancer. Donc, en Belgique, la justice, c'est 0,7% du budget. La moyenne européenne, c'est 2,2%. Donc ça, c'est le constat, votre proposition. Je suis désolée. Notre proposition, c'est de la refinancer à hauteur de ses besoins et deuxièmement, d'avoir un meilleur accès. Donc, le gouvernement fédéral a instauré la TVA sur les avocats, sur les honoraires d'avocats. On est pour le supprimer. On est aussi pour diminuer les droits de greffe qui ont été augmentés. Et aussi pour plus d'aide juridique et de maisons de justice. Donc l'accès à la justice pour le simple citoyen est aussi essentiel et n'est plus garanti aujourd'hui. Monsieur Clarinval.
Trois choses. Tout d'abord, répondre à M. Mac qu'il le sait bien. Le gouvernement a décidé de construire un nouveau palais de justice à Namur. Ça avance. Le dossier est en cours. On en a une réunion encore récemment. Il sait bien que le dossier avance bien et c'est à court terme que le nouveau palais... C'est une décision du gouvernement. Deux, certes, il y a eu au niveau des budgets globalement des difficultés, mais on ne peut pas nier que par ailleurs, il y a une réallocation d'une partie des budgets vers la lutte contre le terrorisme. Il faut savoir que nous avons fait face à des attentats, ce qui n'était plus arrivé depuis la guerre 40. Des moyens importants ont été mis pour lutter contre le terrorisme. C'est aussi un pan de la justice sur lequel nous avons été très attentifs. Et trois, un des éléments qui nous choque beaucoup et que l'on voudrait améliorer, c'est suite notamment à des décisions de Lauretta Cummings à l'époque, c'est de permettre la libération après un tiers de la période. On estime qu'il faut inciter, ne plus permettre des libérations aussi facilement pour des peines de plus de 3 ans. C'est sur le refinancement. Monsieur Prévost. Alors, je le disais déjà avant de devenir président de parti, je l'ai redit dès les premiers jours de ma prise de fonction, je pense qu'il n'y a pas dans ce pays de pouvoir public qui a été autant négligé que la justice ces 20 dernières années. Et donc le CDH fera du refinancement de la justice une condition de participation gouvernementale, c'est très clair. On préconise au minimum, hors des investissements en bâtiment, 1,5 milliard sur la législature pour pouvoir se concentrer sur la mise à niveau informatique qui est complètement féodale et effectivement le personnel supplémentaire, parce que ce n'est pas normal qu'il faille des années avant que justice soit rendue. Et un mot quand même aussi sur une politique qui est liée, dont on parle trop peu, la politique pénitentiaire. Outre le fait que ça reste une très mauvaise idée d'aller construire une nouvelle prison au fin fond de Vresse-sur-Semois, on est en tout cas dans un débat. On est dans un débat. Attends, je vais juste terminer. Namur dans la province de Namur. Bien sûr, et j'en suis bien conscient, mais ce n'est pas pour autant que Vresse est la meilleure des idées en la circonstance. Vous ne connaissez pas le dossier. Vous ne connaissez pas le dossier. Je vais juste terminer ma phrase. Rapidement, je vais 10 secondes. En disant que investir la politique pénitentiaire, c'est indispensable pour ne pas qu'il y ait, comme aujourd'hui, 50% de récidives, des gens qui sortent de prison dans un pire état que quand ils y sont arrivés, y compris en matière de radicalisme. Voilà, Georges Quinet. D'accord sur ce dernier point avec Maxime. On est face à un problème démocratique majeur. Hein. Le plus haut gradé de la justice a parlé d'État voyou. La situation est vraiment dramatique. Alors, 3 priorités. La première, c'est l'informatisation de la justice, parce qu'aujourd'hui, on est toujours à l'ère du papier, avec des logiciels de 2004 qui viennent d'être installés, du Moyen-Âge. Et si on le fait, on va pouvoir réaliser des économies structurelles. Deuxième priorité, c'est la lutte contre les violences à l'égard des femmes. Ça, c'est un vrai problème dans notre société. 2-3 dossiers très récents l'ont illustré d'une façon qui est vraiment dramatique. Et troisième priorité qui me tient fort à cœur, c'est la lutte contre la criminalité financière. Elle nous coûte 20 à 30 milliards d'euros chaque année et il n'y a aucun dossier en justice qui peut aboutir faute de magistrats. Il manque 200 magistrats, il manque des magistrats à la Cour d'appel de Bruxelles. C'est de l'argent public qui a été volé par des fraudeurs. C'est la fraude fiscale, il faut des moyens. Ça, c'est de l'autofinancement quelque part de la justice. Et donc, c'est ça aussi qui pourra générer les moyens de la financer correctement. Monsieur Gilles, je suis désolée, je vous coupe ici parce qu'il faut absolument passer à notre 6e et dernier dossier, les soins de santé. Et voilà, c'est une constatation, le manque de plus en plus de médecins généralistes. On en parle dans notre province, la situation est différente d'une région à l'autre, mais en Wallonie, c'est plus d'une commune sur 2 qui est en situation de pénurie. Ce sont les zones rurales les plus touchées. Alors comment enrayer cette pénurie très concrètement? Il reste 3-4 minutes. 3 minutes pour chacun, ça fait 30 secondes chacun. Un bel exercice de concision. Bon, j'ai été un des premiers à lutter contre ce problème, puisque j'ai fait voter la loi il y a déjà plusieurs années pour les primes impulséo, la défiscalisation des primes impulséo. Une résolution complète a été faite avec les médecins pour justement qu'il y ait des adaptations. La création de maisons de garde médicale, le 1733, a permis également de faciliter. Donc ça, ce sont des choses qui ont été mises en place. On continue. Je pense qu'il faut encore aller de l'avant sur ces différentes matières, mais clairement, c'est un problème qui nous préoccupe et qui est en partie en train de se résoudre grâce aux mesures qui ont été prises par le passé. Pierre Dupuy, oui. Voilà, j'aimerais bien quand même insister sur ce point-là, puisqu'il me tient particulièrement à cœur en tant que médecin généraliste. Je pense qu'il faut commencer par supprimer le numerus clausus, donc supprimer ce numerus clausus qui empêche l'accès à la profession à des jeunes médecins. Également, il faut réinvestir dans la première ligne. Et la première ligne, ça se fait autour du médecin généraliste, en zone rurale comme en zone urbaine. La première ligne, ce sont les infirmiers à domicile, ce sont les kinésithérapeutes, ce sont les aides-soignants. Toute cette première ligne, il faut réinvestir dedans.
Et en supprimant le numerus clausus, en permettant un accès à la profession, nous allons pouvoir essaimer dans les zones rurales, que ce soit tant au niveau des médecins généralistes que des médecins spécialistes, pour obtenir une qualité de soins de santé, pour obtenir des rendez-vous à temps et à heure, et pour obtenir également des soins qui permettent l'accessibilité à tous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des dizaines de kilomètres pour se soigner, on ne peut pas se soigner correctement si on n'a pas les outils sous la main et le personnel sous la main. Donc nous souhaitons clairement supprimer ce numerus clausus. Ce sera une des priorités pour le prochain gouvernement, nous le souhaitons. Voilà, la lutte contre la pénurie, ça passe par la suppression. La pénurie, c'est un phénomène objectif, et pourtant, le maire n'est pas parvenu à obtenir de la ministre de Bloc qu'elle remette en cause le numerus clausus et qu'elle accepte d'objectiver les besoins qui sont réels en Wallonie. Et le médecin généraliste permet de faire de la médecine préventive, parce que quand on va le trouver avec un problème de santé naissant, il peut agir tout de suite. Si on tarde, alors les coûts sont beaucoup plus élevés et les problèmes de santé sont plus importants. Il faut que la médecine de première ligne soit plus accessible, que le médecin généraliste soit le cœur de la politique de santé, ce qui a trop peu été le cas, puisque c'est plutôt l'industrie du médicament qui a décidé de la politique en matière de santé sous cette législature. De même, on doit travailler sur tout ce qui est trait aux soins psychologiques. Nous sommes de très gros consommateurs, les Belges, de médecins psychotropes. Et il faut, mais ça, c'est des mesures qui permettent de réaliser des économies et avoir des personnes qui sont mieux dans leur basket, et ça permet d'éviter des coûts très élevés, donc un meilleur remboursement des soins psychologiques. Rapidement, on va directement au concret avec vous, Madame Tiglio. Le gouvernement fédéral, pour nous, a sacrifié les patients au nom de l'austérité. On l'a vu dans le coût des médicaments, c'est très simple, les sprénazos et d'autres médicaments. La question hospitalière, des services complets hospitaliers ont dû fermer, à Nivelles par exemple, et à mon avis, c'est pas encore fini. Et enfin, pour la question des médecins, je siégeais avec Jean-Claude Marcourt en commission de l'enseignement supérieur, et nous avons tenté de résister à cette question de quotas pour pouvoir permettre à nos jeunes d'accéder aux études de médecine. Et malheureusement, le gouvernement fédéral, et en particulier Maggie de Bloc, nous a empêchés d'aller de l'avant sous un motif communautaire. C'est vraiment inacceptable à l'heure actuelle, alors que nous avons besoin de médecins dans les zones rurales en particulier, et nous avons besoin de spécialistes et de meilleurs spécialistes dans nos hôpitaux. Est-ce que... Thierry Warhouse. C'est la question. Voilà, tout à fait. Est-ce que... bien sûr, faire sauter ce numerus clausus, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est aider les communes rurales, les aider financièrement pour qu'elles puissent attirer plus les médecins. Mais je pense qu'en général, il y a un problème d'accès à la médecine. Nous, on est pour une première ligne gratuite, on en a parlé, mais dans des termes assez vagues. Nous, on est pour que les gens puissent aller sans argent chez le généraliste. C'est possible tout à fait aujourd'hui avec le tiers payant de manière digitale. Et puis il y a la question des médicaments, parce que malheureusement, donc c'est quand même inacceptable que des gens doivent reporter leurs soins, que ce soit chez le généraliste, que ce soit chez le dentiste, etc., pour des raisons financières. Souvent, si on va chez le médecin, après on n'a plus d'argent pour payer les médicaments. Et donc là, on est pour le modèle Kiwi, pour un appel d'offres. C'est pas normal que, par exemple, un médicament comme l'omoprazole... Oui, c'est au fait, comme ça se fait dans toutes les communes, quand il y a un marché, il y a un appel d'offres et c'est le meilleur offrant pour la même qualité de médicament. C'est mettre les firmes pharmaceutiques en concurrence. Voilà, les mettre en concurrence. Oui. Parce que, par exemple, un médicament comme l'omoprazole qui soigne les ulcères d'estomac, il coûte 9 € aux Pays-Bas, il coûte 53 € en Belgique. C'est pas normal. Et voilà. Et c'est un bénéfice, c'est une mesure qui rapporte aussi pour la sécurité sociale. On termine le tour de table avec vous. Ça vous parle, une visite de médecin gratuit ? Écoutez, il faut éviter de tomber dans le tout gratuit, parce que c'est facile à dire sur un plateau de TV, ça génère de l'espoir, et après on assume pas derrière. En termes, Maxime Prévost, en termes de soins de santé, la gratuité de première ligne, vous dites par exemple, ça risque de créer un appel d'air de gens qui consomment plus de médicaments, par exemple. Je voudrais simplement dire que, clairement, pour le CDH, les soins de santé, ça ne peut pas être un luxe. Bien se soigner, ça ne peut pas être un luxe. Et aujourd'hui, avec le milliard d'économies que Mme de Bloc a imposé dans le secteur des soins de santé, ça devient beaucoup plus coûteux pour nos concitoyens de pouvoir payer leurs médicaments, de pouvoir être dans des chambres avec des forfaits, des surforfaits qui sont trop problématiques en milieu hospitalier. Ce que nous souhaitons, c'est clairement être dans une démarche où, on garantit l'accessibilité financière des soins, leur proximité aussi. Et ça, c'est l'enjeu auquel j'ai pu contribuer quand j'ai été ministre. De maisons médicales, de gardes médicales de proximité. Je parlais de Vresse il y a un instant. On se souviendra du cri d'alarme lancé par son mailleur il y a quelques semaines encore en disant « Dans nos zones rurales, il y a de pénurie. Mieux soutenir les infirmiers et infirmières, les professions de première ligne et très clairement faire sauter ce numerus clausus parce que c'est un non-sens de demander à des personnels roumains de venir dans nos hôpitaux alors qu'on a nos étudiants. Simplement réagir
Très rapidement, sur les quotas. 10 secondes. Les quotas, en fait, quand on est arrivé, il n'y avait plus de quotas. Tous les médecins, tous les étudiants ont reçu leur quota INAMI, donc personne n'a été refusé à ce niveau-là. Donc ça n'est pas la vérité. 2, les médicaments, 1500 médicaments ont vu leur prix diminuer, sauf les sprénazos pour des raisons spécifiques, parce qu'une autre solution... Non, voilà, aucun on avait n'a augmenté. dit 10 secondes, je suis sur les désolée, économies, il y a 3 milliards en plus de monsieur dépenses dans les soins Claraval. de santé. 3 On milliards en arrive, plus. s'il vous plaît, on arrive à la fin de ce débat qui a été très très dense et on va tout de suite passer à vos cartes blanches. Vous avez exactement 1 minute. Si vous n'avez pas besoin de la minute, ne l'utilisez pas parce que clairement on est en retard. Et le tirage au sort a désigné le PTB. On commence avec vous, Thierry Warmos. Voilà, alors merci. Le bilan de la politique fédérale en matière d'énergie est carrément dramatique. En 5 ans, la facture d'un ménage belge a augmenté de 360 €, une augmentation de quasi 50%. C'est du jamais vu. Alors, dans les pays avoisinants, la facture d'énergie est restée relativement stable. Et aujourd'hui, une nouvelle étude du PTB, la semaine passée, a révélé qu'on paye 228 € de plus que dans les pays voisins pour notre énergie. Alors, on a des mesures d'urgence qu'on propose. La première, c'est de diminuer la TVA sur le gaz et l'électricité de 21 à 6%. C'est une mesure qui, à elle seule, permet une économie de 136 € pour un ménage moyen. Et donc ça, c'est un point sur lequel, clairement, on ne va pas céder lors d'éventuelles négociations. Deuxièmement, on veut qu'il y ait un prix maximum qui soit fixé. Ça existe par exemple en France avec le tarif bleu. En France, la facture d'énergie est 400 € moins chère par rapport à la Belgique. Et troisièmement, pour faciliter la recherche de la meilleure offre, parce que c'est un gros labyrinthe, on propose de le limiter à un seul tarif par fournisseur et garantir des prix fixes qui sont modifiables une fois par an. Voilà. Merci bien. David Claraval pour le MR. Très rapidement, vous l'aurez bien compris, le MR est le parti qui propose de poursuivre dans la création d'emplois. Le pouvoir d'achat, c'est notre première priorité. On veut donc continuer à diminuer les impôts. On est un des seuls partis ici à proposer cela. On veut 0 impôt sur les 13 500 premiers euros gagnés. C'est le même chiffre que pour le chômage. Il n'est pas normal qu'un travailleur paye des impôts alors qu'un chômeur, pour le même montant, n'en paye pas. Donc on veut booster vraiment le pouvoir d'achat par cette mesure. On veut continuer à créer des emplois en continuant à diminuer les cotisations sociales pour permettre donc une augmentation du salaire poche, une diminution du salaire brut, de telle sorte à ce qu'il y ait encore plusieurs centaines de milliers d'emplois qui soient créés en accompagnement des entreprises. Et enfin, sur le travail, on pense qu'il faut plus de flexibilité pour harmoniser le travail et la vie familiale. Et donc, c'est sur ces éléments-là qu'on peut apporter toute une série de mesures qui sont conciliantes entre les deux mondes. Il reste 7 secondes. Vous voulez donner à Icolo ? Je le donne à qui voudra bien les prendre. Je prends. Cette campagne électorale se termine, elle était passionnante. Chaque personne que nous avons rencontrée, chaque groupe des étudiants, la Fédération des banques, le vocal, les syndicats nous parlent de climat. Il y a aujourd'hui une conscience beaucoup plus importante qu'hier de l'urgence d'agir et c'est ce que nous voulons faire. Il faut investir. La Belgique a besoin d'investissement, son économie a besoin d'investissement et nous proposons un plan d'investissement que nous avions déjà proposé à Charles Michel, qui est en réflexion, mais qu'il faut concrétiser et orienter justement sur ce défi du climat. Ça va créer de l'emploi, diminuer la facture des citoyens, mais pour cela, il faudra des politiques responsables, courageux. Nous faisons campagne avec Groen, nous allons faire campagne en Flandre et nous constatons que l'ennemi de toutes ces politiques que nous voulons mener, plus juste, climatiquement volontariste, respectueuse des droits humains, c'est la NVA, le partenaire du MR, et je regrette qu'il n'y ait pas dans le chef du MR une prise de position plus claire. Il faut un gouvernement, climat, et ce sera sans la NVA. Monsieur Prévost, on enchaîne avec vous. Bien, à tous ceux qui ont pu regarder ce débat, ils auront probablement le même sentiment que le nôtre, débat très dense, au pas de charge, sans qu'on ait pu nécessairement approfondir chaque exercice, mais ça fait partie effectivement de ce genre d'échange. J'aurais envie de dire, ne vous faites pas berner par des propositions irréalistes. Promettre que tout va être gratuit, qu'on va exploser le montant des pensions, tout en travaillant demain plus que 30 heures semaine, c'est illusoire. Vous aurez juste de la déception au bout alors de cette conviction. Pour ce qui est du CDH, on veut proposer des choses sérieuses qui touchent à la personne handicapée, dont on n'a pas parlé, alors que les besoins sont immenses, aux soins de santé, pour que chacun puisse se soigner correctement et financièrement, sans avoir de factures trop lourdes. Les pensions, c'est pas normal qu'il soit si difficile pour les personnes âgées de pouvoir vivre dignement. La sécurité, alors que ce gouvernement a supprimé un grand nombre de postes et qu'on attend de voir mieux
et plus la police dans nos quartiers, la justice qui doit être financée, et puis un mot aussi pour nos agriculteurs, que le CDH compte bien défendre jusqu'au niveau européen dans des réformes importantes. Ça sera notre marque, notre engagement. Voilà, Madame Tillieu, la parole vous revient. Je souhaite apporter une réponse à tous ceux qui nous regardent et qui ont manifesté dans la rue, que ce soit les jeunes pour le climat, que ce soit les gilets jaunes qui ont montré leur révolte face à la difficulté de vivre et au coût de la vie. Et nous devons, nous politiques, apporter des réponses à l'urgence climatique et dans le même temps à l'urgence sociale. Nous devons toujours garder en tête la nécessité de prévoir une qualité de vie maximale pour nos concitoyens en offrant des services publics de qualité. Je pense en particulier à la SNCB en termes de transport qui doit permettre des trains plus fréquents, plus ponctuels et dans lesquels on est bien. C'est aussi la justice, on en a évoqué pendant ce débat, avec une justice plus proche des citoyens, mieux financée, avec des magistrats motivés, un personnel qui suit aussi avec les logiciels informatiques et surtout qui rend confiance aux citoyens parce que le délai de traitement des dossiers sera évidemment beaucoup plus rapide, une prise en charge plus rapide et un accompagnement. Et enfin, je terminerai avec la question des soins de santé. Vous n'aurez pas le temps, une personne sur quatre qui ne peut pas se soigner, c'est inadmissible. Nous voulons remboursement intégral. On enchaîne avec vous, Madame Tillieu. Voilà. Vous n'êtes pas correcte, Monsieur Dupuy. Mais nous avons vécu une législature violente, une législature de lutte, une législature où on a parlé beaucoup du climat, mais également d'un climat social délétère. Et tous les citoyens belges en ont souffert, en particulier les plus précarisés, en particulier les partenaires sociaux qui n'ont pas été écoutés à leur juste valeur. Alors, Défi se caractérise par la fidélité à ses principes, en particulier par l'intransigeance du respect des droits humains, de l'égalité entre les hommes et les femmes, et également d'une justice sociale, d'une justice fiscale, d'une justice climatique, d'une justice climatoire, d'une justice économique. Dans tous ces domaines, Défi se promet d'être l'artisan de l'équilibre entre ceux qui agitent les peurs et ceux qui promettent les lendemains chantants et gratuits. Nous serons la formation qui permet de relancer l'économie, protéger les plus précarisés et respecter les droits de chacun. Ça, c'est le projet de Défi et nous serons pour ça un juste milieu. Voilà, merci Monsieur Dupuy, merci à tous pour ce débat riche et intense. Alors nous ne pouvions pas accueillir autour de la table tous les partis qui se présentent aux élections de dimanche. On va rapidement les citer: le Parti populaire, le Vlaams Belang, Dire Animal Nation, la droite Agir, mais aussi les listes de Stex et le collectif citoyen. Oui, nous vous proposons juste d'ailleurs après ce débat de partir à la découverte de ces deux derniers jeunes partis, à savoir le collectif citoyen et la liste des Stex, pour un face à la presse. Restez avec nous, cette soirée politique n'est pas terminée. Très belle soirée à tous. Belle soirée à tous, au revoir.